En pleine COP26 de Glasgow, voilà un film qui montre à quel point les pays pauvres et peu pollueurs sont les premiers à subir les effets du réchauffement climatique. Dans son documentaire Loin de tout misérabilisme, baptisé Marcher sur l'eau, Aïssa Maïga filme les conséquences de la sécheresse dans le nord du Mali. Elle montre le quotidien des femmes et des enfants peuls touchés par le manque d'eau. L'actrice et réalisatrice est notre invitée. Bonsoir Aïssa Maïga. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Votre film est sorti aujourd'hui en France. Il est coécrit avec Ariane Kirtley de l'ONG Aman Iman, ça veut dire l'eau, c'est la vie en langue tamashek, il me semble. Je parle sous votre contrôle. Merci d'être avec nous, Abigail Paris. Vous êtes socio-anthropologue, spécialiste de la culture Wodabé. On verra qui sont les Wodabé, une minorité de la communauté Peul. Et vous avez participé d'ailleurs aux traductions de ce film de la langue Peul Wodabé vers le français. Marcher sur l'eau, c'est donc l'histoire d'un village qui s'appelle Tatis dans la région de l'Azawad, village victime donc de la sécheresse et qui se bat pour avoir accès à l'eau par la construction d'un forage notamment. On regarde sans plus attendre la bande-annonce. mi warta wana mi yejjitan on mi andi wahala kad arduɗo mi andi torraɗo nde alduɗo. On est au-dessus de l'eau, mais c'est tellement profond, c'est pour cela. Là, il faut un forage. Yau an ka ce wani abu matsala ta taso har da mu sai ta taba mu mushe. Don har da ni wannan matsalar ta shahe mu duka. Matsalar mu ne mu duka. Monsieur, on va marcher sur l'eau? Oui, certainement. Pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas comme avant? Pourquoi il n'y a pas d'eau? C'est ça qu'on appelle les changements climatiques. Voilà, Marcher sur l'eau, Aïssa Maïga, raconter le changement climatique à hauteur humaine, c'est le pari de ce documentaire? Oui, absolument. Quand on m'a proposé de réaliser ce film, j'étais un petit peu dubitative parce que je ne suis pas spécialiste du climat. Je n'avais pas réalisé de film à l'époque. Et pour autant, le fait que ça se passe en Afrique de l'Ouest, je suis née au Sénégal, mon papa était malien et je suis beaucoup retournée en vacances au nord du Mali, dans la région de Gao. Donc en réalité, il y a beaucoup de souvenirs familiaux qui me sont revenus et je me suis dit que parler de ce que vivent les Peul Wodabé, qui sont des nomades en voie de sédentarisation, pour moi c'était possible de le mettre en relation avec le réchauffement climatique et le manque d'eau seulement si je passais à travers ce que les personnes vivent, les familles, les enfants, les hommes, la condition féminine également. Et oui, la condition féminine, on va y revenir bien entendu parce qu'elle revient comme un fil conducteur dans ce documentaire. Abigail Paris, qui sont les Wodabé? Alors, les Wodabé sont des Peuls. Ils font partie de la grande famille des Peuls, qui a beaucoup de ramifications, puisque c'est un peuplement qui s'étend de la Mauritanie jusqu'à la Centrafrique, donc très étendu. Les Peuls Wodabé font partie des derniers nomades, donc qui, eux, en plus d'être traditionnellement des pasteurs, ont aussi construit leur identité autour de ce nomadisme et qui aujourd'hui, dont le mode de vie aujourd'hui connaît des bouleversements majeurs, mais depuis une quarantaine d'années. Donc c'est pour ça aussi que ce film, je salue J'allais vous poser la question parce que parfois celles et ceux qui nous regardent disent oui, bon, le changement climatique, il a bon dos, les sécheresses, on en a toujours connu de par le monde, notamment en Afrique. Vous vous situez à une quarantaine d'années ce phénomène, ce changement pour ce peuple? Il y a eu des sécheresses assez récurrentes, dont 2 sécheresses qui ont été particulièrement dévastatrices, dont l'une à la fin des années 70, l'une au milieu des années 80. Donc ça a entraîné un déplacement d'un nombre considérable de familles Wodabé, qu'aujourd'hui c'est encore difficile à quantifier, donc on parle de population nomade. Voilà, ce qui a entraîné une contrainte en fait d'adapter des stratégies pour faire face à ces changements climatiques qui ont eu des répercussions sur aussi tout l'aspect socio-économique sur lequel se basaient ces groupes-là en fait. Et sur l'éducation des jeunes filles, Aïssa Maïga aussi. Oui, et des enfants en général. C'est vrai qu'en une
ou 2 générations, la durée de la saison des pluies s'est considérablement réduite. Auparavant, je parle sous le contrôle d'Abigail Paris, une saison des pluies pouvait s'étendre pendant 4 mois, 5 mois, même avec des pluies éparses. Mais en tout cas, il y avait suffisamment de pluie pour que les mares soient remplies et que les pâturages existent. D'ailleurs, il y a la séquence dans votre film parce qu'il pleut et on voit que ça reverdit très vite. Ça reverdit extrêmement vite. Simplement, la saison des pluies est très courte. Et pour une raison, c'est que l'impact des pays industrialisés sur le climat provoque un dérèglement à l'échelle mondiale. Donc le Niger est un pays qui n'est pas un pays très pollueur, mais qui subit de plein fouet les effets du réchauffement climatique dû à la pollution des pays industrialisés. Et en fait, ce qui nous a intéressés en faisant ce film, c'était vraiment l'idée de montrer comment des familles sont éclatées à cause de ça. Parce qu'on peut regarder les choses à grande échelle, et c'est important de le faire, mais il ne faut pas oublier que derrière ces grands concepts de réchauffement climatique, il y a des gens et il y a des personnes qui sont vraiment en première ligne. Il y a notamment, les jeunes filles. Et qui attendent leur... Oulaï, notamment, 14 ans, oui. Qui est très triste, qui attend sa mère, qui est partie au Nigeria. Et d'ailleurs, avant de partir, elle dit, il y a des informations qui nous parviennent en disant que les femmes sont agressées, enfin en tout cas, sont parfois victimes sur le chemin. Oui. Ce sont des familles séparées. Oui, Pourquoi les familles sont mamans, séparées. Alors, les hommes ont en charge les troupeaux, donc ils partent, alors qu'avant, les familles restaient unies, maintenant ils partent souvent seuls pour sauver leurs bêtes, tout simplement, et de plus en plus loin, dans des territoires parfois même qui les exposent à certains dangers. Et les femmes, elles, partent dans les capitales des pays voisins, tout simplement, pour gagner de quoi faire vivre leur famille. Donc les enfants, et notamment les jeunes filles, sont propulsées régulièrement à la tête de leur famille, et elles sont face à des responsabilités qui sont importantes. Et c'est le cas de Oulaï. Et d'enfants parfois encore plus jeunes, parce qu'elle a 14 ans. On va regarder justement un autre extrait où on voit des filles qui vont tirer l'eau dans le puits avec les ânes. Abigail Paris, vous êtes socio-anthropologue. Est-ce que la vie d'Oulaï et de ces jeunes filles est représentative de la condition des femmes, en tout cas de la responsabilité qui pèse sur leurs épaules très tôt au sein de la communauté ? Oui, complètement. Et c'est vrai que le film retranscrit bien cette réalité, dépeint un quotidien en fait. On voit des gens qui sont face à des défis qui s'inscrivent dans le quotidien et souvent ce sont les femmes qui sont chargées de certaines tâches dont la collecte de l'eau et les enfants. Donc, ce qui fait qu'il n'y a plus cet espace, ce temps-là qui permet éventuellement de se scolariser ou de développer d'autres stratégies d'adaptation puisque voilà, ces familles se rendent compte que le nomadisme n'est plus le mode de vie viable actuellement. En fait. Ouais. Je lisais, dites-moi si je me trompe, mais que parfois on appelait cette communauté les Bororo, rien à voir avec les Bororo d'Amazonie, et que c'était péjoratif parce que ça veut dire les bergers à l'abandon. Donc ils sont mal vus au Niger et au-delà des frontières. En fait, Wadabe, c'est le nom qu'on peut donner parce que ça vient du préfixe Wada, en Peul. Wadabe qui signifie qui n'est pas bon, mais c'est juste des hypothèses. Par contre, le terme Bororo, lui, est une dénomination qui est péjorative parce qu'elle désigne l'espèce de vaches qui sont élevées par les Peuls Wadabe, en fait. C'est ça la précision. En pleine COP, d'où la nuance. La COP 26 est en ce moment à Glasgow, en Écosse. Il y a tout le débat sur l'eau, combien de temps doit prendre une douche. Là, on voit un enfant qui a 3-4 ans, qui, avec la théière, se met un peu d'eau et sa sœur le gronde. Elle lui dit ne gaspille pas l'eau. Est-ce qu'il y a un message que vous ont transmis ces femmes et ces hommes, jeunes ou moins jeunes, que vous aimeriez nous donner ce soir ? Alors d'abord, les enfants sont parfaitement au courant du fait que leur vie est dure et qu'il y a ailleurs sur la planète des enfants qui ont une vie beaucoup plus douce
que la leur. Donc ça, c'est quelque chose que, comment dire, que je me suis dit qu'il fallait que ça, je le dise, Ouais. que je puisse me faire tout simplement le relais de la parole de ces enfants qui sont des enfants oubliés. Par ailleurs, les mères et les femmes en général ont à cœur de savoir que leurs conditions de femmes nomades qui sont obligées de se sédentariser aujourd'hui et dans ce cadre-là, obligées régulièrement de laisser leurs enfants pour aller travailler ailleurs, elles ont vraiment à cœur justement qu'on sache quelle est leur trajectoire, quelle est leur destinée. Et ce film, il est vraiment destiné à ça, c'est donner un visage à des gens qui sont des oubliés. Aïssa Maïga, vous restez avec nous. Nicolas Georges va nous rejoindre. Le temps pour moi de remercier Abigail Paris. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer donc sur cette communauté Peul du Niger et sur ses conditions de vie. On va d'ailleurs regarder un autre extrait parce que moi, il y a un personnage qui m'a beaucoup plu. C'est l'instituteur qui sensibilise les élèves notamment à la question du changement climatique, mais pas seulement. Petite séquence. Na gode ni ma sosai hankun ka tuna cewa ina iya yi muku wani rana yau an ka ce wani abu matsala ta taso har da mu sai ta taba mu mushani saboda in akwai matsala mu da kanmu aikin namu bai yi kenan wannan ba ma sai kun roƙe ni ba ni ma ina da wannan matsala ba ta ku kadai ba har da ni mushan ta tace don har da ni wannan matsalan ta shahe mu duka matsalan mu ne mu duka mu gashi nan aiki ya gama Allah ba da sa'a. Marcher sur l'eau d'Aïssa Maïga, marcher sur l'eau parce que le sous-sol de ce village et de cette région du Niger regorge pourtant d'eau, d'où l'idée et la nécessité des forages. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. Aïssa Maïga est toujours avec nous. Rebonsoir Aïssa Maïga. Et bonsoir Aïssa Maïga. Moi j'avais une question sur la forme que vous avez choisie pour traiter la problématique de l'accès à l'eau en Afrique. Le film documentaire, c'est le meilleur vecteur pour vous, pour raconter son époque, bien mieux qu'un reportage journalistique, une pétition ou autre. C'était le bon vecteur. Oui, pour moi, c'était une manière d'entrer dans le réel, d'entrer dans la réalité de ces personnes et d'une manière sensible, avec mon regard, avec mon bagage culturel qui est issu aussi d'Afrique de l'Ouest. Et j'ai le sentiment qu'en montrant la réalité, mais en montrant également de la poésie, en montrant la poésie des paysages, en montrant la poésie des visages, en montrant cette dignité-là, les gens sont debout, ils prennent soin d'eux. J'ai le sentiment qu'on est à même de toucher à la fois le cœur et l'esprit des spectateurs. Pas de voix off, pas de commentaires, c'est du documentaire brut. Alors c'est justement une question que j'ai écartée tout de suite. Je ne voulais pas être dans un regard extérieur, je voulais raconter cette histoire de l'intérieur, d'où le choix de ne pas mettre de voix off, de ne pas délivrer d'informations sur, voilà, avec des chiffres sur la question de l'eau dans le monde, mais d'être vraiment au cœur du quotidien et au cœur des relations, qu'on soit ému, qu'on soit touché. D'ailleurs, il y a un côté fiction, je trouve, Nicolas, vous l'avez vu aussi, voilà. un côté fiction. J'allais y venir, l'instituteur, c'est un acteur quasiment, quoi. Ouais. J'allais y venir parce que justement, je me suis servi, moi je suis actrice donc depuis longtemps, et je me suis servi vraiment des outils de la fiction que je connais bien à travers mon métier de comédienne pour ce documentaire. Donc on est dans le réel et parfois je me suis autorisée une forme de mise en scène de cette réalité-là pour la restituer encore mieux à travers l'émotion, à travers la dramaturgie et à travers les personnes elles-mêmes qui sont dans le film. Et je voulais souligner que votre film a déjà reçu une récompense, c'était au festival panafricain FESPACO à Ouagadougou. Oui. Deux au FESPACO, pardon. Deux récompenses. Ben voilà. Oui, j'ai le prix de l'UEMOA aussi et bravo. les talons d'argent. Alors cette année, vous avez aussi co-réalisé le film Regard Noir avec Isabelle Simeoni, film qui explore la représentation des hommes et femmes noirs au cinéma. Et souvenez-vous de cette image en 2018 au Festival de Cannes. Vous étiez plusieurs actrices à vous rassembler sur les marches pour protester contre la sous-représentation, voire l'invisibilité des personnes noires au cinéma. 3 ans après, est-ce que la situation a changé, a évolué selon vous ? Le contexte a changé. Le mouvement MeToo qui existait déjà avant qu'on fasse ce livre « Noir n'est pas mon métier » continue d'irriguer les conversations dans les médias notamment. Il y a le collectif 50-50 dont je fais partie qui fait un travail et depuis longtemps sur la question de la parité dans le cinéma. Il y a certaines décisions à titre individuel qui ont été prises, des metteurs en scène, des producteurs qui se sont saisis de cette question-là à travers les castings qu'ils ont proposés dans les films, à travers les projets eux-mêmes qu'ils ont financés. Après,
Ce que je ne vois pas, ce sont de grandes décisions. De grandes décisions d'ordre politique qui viseraient à rétablir un petit peu d'égalité, notamment dans les endroits de décision, dans les endroits de pouvoir. C'est ce que vous demandez qu'il faut aller plus loin, mais ça serait sous quelle forme, par exemple? Alors je pense qu'il suffit parfois de regarder tout simplement l'organigramme d'une société, l'organigramme des grands groupes de télévision, et de se dire que peut-être dans les endroits où il y a du pouvoir, effectivement il faut de la parité, ça plus personne quasiment ne le discute, mais qu'il faut aussi injecter, pas forcément avec des quotas, pourquoi pas les quotas, mais ce n'est pas la seule voie, injecter de la diversité, injecter des profils différents. Ça peut se jouer également sur la ligne éditoriale, quelles histoires on va raconter, ou sur qui va être derrière la caméra. Encore une fois, sur la parité, ça avance. On a des mesures, notamment avec le collectif 50-50, avec ce qui a été initié avec le CNC, des bonus financiers, 15% de bonus financiers quand les chefs de poste, en partie, sont des femmes. Peut-être qu'on peut inciter financièrement sur les projets à plus de diversité ethnique dans un pays métissé comme la France. 2 questions rapides liées à l'actualité culturelle. Le 30 novembre, Joséphine Baker sera inhumée au Panthéon. Un mot sur le destin extraordinaire de cette grande figure française. C'est une source d'inspiration pour vous, Aïssa Maïga, ou pas? J'ai jamais été spécialement inspirée à titre personnel par Joséphine Baker, peut-être parce que c'est un personnage que je connais finalement pas si bien que ça, mais je pense que c'est important de rendre hommage à une figure de la modernité, une femme qui, c'était une femme de spectacle en premier lieu, mais ensuite ça a été une grande résistante, ça a été une militante antiraciste, et une femme d'envergure comme ça, je pense, a tout à fait sa place au Panthéon, et surtout ça raconte qu'aujourd'hui on commence à poser un regard différent, et qu'on va peut-être pouvoir réhabiliter certaines figures historiques françaises oubliées qui ont marqué la nation et qui ne sont pas blanches. Il nous reste 30 secondes, Aïssa Maïga, pour un autre fait d'actualité où là aussi on change notre regard. Ça concerne bien entendu la France qui a restitué les œuvres d'art au Bénin. Elles avaient été pillées, on le rappelle, lors de l'exposition, lors de l'époque coloniale. On imagine que vous saluez cette décision de la France. C'est une décision qui va dans le sens de l'histoire. C'est une décision qu'on attendait depuis longtemps. C'est une décision qui est importante du point de vue symbolique. Et en même temps, c'est une décision qui concerne 26 ou 27 œuvres sur, je crois, 70 000. Mais ça va en appeler d'autres, sans doute. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas s'en tenir uniquement au symbole, mais aller au bout d'un geste qui est positif et qui va dans le sens de la réparation mémorielle. Il faut la volonté des chefs d'État. On a vu toute celle de Patrice Talon, la détermination depuis des années pour qu'elle revienne. Merci Nicolas. Merci à vous Aïssa Maïga. Marcher sur l'eau, sorti aujourd'hui en France, Belgique peut-être, non pas alors encore. En France aujourd'hui, dans 2 jours, dans 15 pays africains, c'est une grande fierté, car c'est la première fois qu'un documentaire va apparaître sur autant d'écrans. 15 pays et ça fait 30 écrans au total. Et le 12 janvier en Belgique. Voilà, et on attend de connaître la suite. Tout le monde a allé le voir, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du sel, notamment à travers le terrorisme. Et franchement, ça permet de voir effectivement cette histoire à échelle humaine. Merci à vous, merci Nicolas.